Les monts produisent aujourd'hui 80% des légumes présents sur le marché guyanais. Ça, c'est ce qu'on appelle un shadek. C'est un gros pamplemousse, mais qui n'est pas amer ni acide, il est plutôt sucré. Ça fait partie de plein de produits qui n'existaient pas en Guyane et qui ont été emmenés par la communauté Hmong. On est sur le marché de Supéco, sur la ville de Cayenne. C'est le point de vente des agriculteurs de cacao, Irakubo, Regina. Là, actuellement, j'ai récupéré l'exploitation agricole de mes beaux-parents. Ils étaient arrivés en même temps que les premiers Hmong. Aéroport de Cayenne-Rochambeau, le 4 septembre 1977. Ils sont fatigués par le voyage, mais aussi et surtout par les nombreuses épreuves qu'ils viennent d'endurer, la guerre d'Indochine, puis celle du Vietnam. Dans les années 70, il y avait une volonté de développer le domaine agricole sur la Guyane qui était quasi inexistant à cette époque-là. Donc c'est un administrateur des douanes qui s'appelait Pierre Dupont-Gonin qui a à ce moment-là pris connaissance de cette communauté-là d'agriculteurs Hmong qui étaient réfugiés de guerre. Et il a monté un dossier pour qu'on puisse accueillir cette communauté-là en Guyane dans l'idée qu'elle pourrait développer l'économie agricole par sa connaissance du domaine agricole et sa robustesse et sa force de travail. Ils ont atteint le fond de la misère et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour en sortir. Sous escorte militaire, les 45 pionniers sont directement conduits sur le site inexploité de cacao en pleine jungle. Ça va? Télévision brute. Je suis arrivé parmi les premiers en 77. J'avais l'âge de 11 ans et demi et c'est très difficile parce que on est arrivé ici la nuit et c'est les militaires qui sont venus nous chercher à l'aéroport pour nous emmener jusqu'à Cacao dans le camion de militaires. Et dès qu'on est arrivé, on a 3 jours pour se reposer et le 4e jour, c'est la machette et les haches pour aller au champ. Les Hmong s'imposent un rythme de travail effréné, de 6h à 12h et de 13h à 18h. Quand ils sont arrivés sur place, l'État les a aidés évidemment sur l'alimentaire, mais ça a duré pendant 1 an à peu près. La communauté Hmong a mis à peu près 1 an à être en autosuffisance alimentaire. On loge dans les hangars pendant 1 an et demi, pour que le gouvernement français nous fournisse les tôles, les bois et tout pour construire la maison. Donc vous avez tout construit vous-même, oui. Que ce soit les champs à défricher, oui. Les maisons, les infrastructures, tout le village de Cacao, il a été construit par les Hmong en autonomie. Oui, c'est ça. Petit à petit, ils se sont organisés en groupe pour structurer un petit peu des chemins, des accès, etc. pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui de Cacao, qui est un village florissant. En 6 mois, une centaine de demeures ont été édifiées dans le style Hmong. Maisons sur pilotis avec grande loggia. Il y a eu des villages qui ont été créés sur différentes communes, donc en 77, en 81, après dans les années 2000, mais c'est toujours pareil, c'est des communautés à 95% qui sont habitées par des Hmong. La majorité des visiteurs, quand ils arrivent, ils nous disent tous on se croirait au Vietnam. Mais on est en Guyane. On est en Guyane, en Amazonie. Tout à fait. Et il y a eu d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours, il y a eu le Nouvel An Hmong. Les gens en profitent pour se restaurer, partager des moments ensemble, partager des moments traditionnels aussi, parce qu'il y a tout un retour avec des danses, des cultures, des chants et des jeux autour de la tradition Hmong. Donc c'est un moment très sympa pour toute la communauté. En fait, les Hmong n'ont pas été forcés par la France à venir ici, mais par la force des choses, ils ont été forcés de quitter leur territoire d'origine. C'est-à-dire que du fait de la guerre, du fait qu'ils se soient rangés du côté des Français pendant la guerre, ils ont été forcés de quitter leur pays, le pays où ils habitaient à ce moment-là, pour pas mourir, tout simplement. Après, quand ils sont arrivés dans les camps de réfugiés, donc on les a donc considérés comme des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre. Il y a eu plusieurs choix. Donc la France a accueilli une bonne partie de la communauté. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit représenter 50 000 personnes. La plus grosse communauté de Hmong aujourd'hui est aux États-Unis, dans le Minnesota. On estime, je pense, à 250 000 personnes. La Guyane a récupéré une petite communauté qui aujourd'hui doit être estimée à 5 000 à 6 000 personnes. Peut-être. Et il y en a aussi un peu en Australie, donc toujours dans le domaine agricole. Et puis la priorité, c'était quand même de quitter le pays, quitter la misère. Donc, que ce soit la France, les États-Unis, l'Australie, voilà, on acceptait. Monsieur Bang, Vincent, comment ça va? Oui. Niajon. Vincent. Je voudrais des épinards.
Fakite, fakite. Voilà, toi, y'a combien? Tu vois, voilà. Ipochi, hop, tiens, moi, hop, on a. C'est quoi comme langue? C'est le Hmong, donc c'est la langue de parler de la communauté, donc c'est un dialecte, je dirais plutôt qu'une langue. Et ça, ce sont de très beaux épinards cultivés avec amour par Monsieur Bang Vincent et sa femme, qui sont des agriculteurs Hmong de la première génération. Et eux, ils sont de la commune d'Irakubo. Oui. Donc voilà, donc Irakubo, c'est une commune qui est très loin. Pour venir sur le marché, ça leur prend 2 heures à peu près, 2 heures et demie de route pour pouvoir se rendre sur le marché. Donc on est à 160 km. Tu as quoi sur l'exploitation? Tu as des citrons? Pareil pour... Il y a beaucoup de choses. Hein. Mais pourquoi il ne vient pas beaucoup de choses? Parce que c'est la saison. Quand est-ce que vous êtes arrivé du coup ici en Guyane? 76. Je vis comme ça avec tous mes fruits. Je suis content avec. Hein, et je suis content avec l'État aussi. C'est quoi le ressenti global envers la France? Est-ce qu'il y a un ressenti un peu de reconnaissance pour l'asile ou est-ce qu'il y a un côté, vous nous avez un peu envoyé à la base de Casse-Pipe et on a dû se débrouiller tout seul? Alors en Guyane, je dirais la majorité des anciens sont reconnaissants envers la France de les avoir sauvés de la misère, sauvés de la guerre. Génocide. Ils ne regrettent pas du tout d'avoir aidé la France durant la guerre. Guerre d'Indochine. La communauté Hmong, la tradition Hmong a toujours été comme ça, vivre en communauté. Donc c'est ce qui se reproduit un peu en Guyane. Donc on a la communauté cacao en 77. En 77 et aujourd'hui occupée par 90% de Hmong. Et la culture, elle continue, elle persiste, hein, évidemment. Ça, c'est le phénomène d'être regroupés tous ensemble d'une même communauté, d'une même culture, fait que ça continue. Donc les jeunes, les jeunes font des enfants. Donc il y a toute une culture qui est transmise au fur et à mesure de tradition, de la langue et tout ça. Malheureusement, quand même, avec le temps et l'évolution du monde, les jeunes changent aussi un peu et perdent un petit peu quand même les connaissances et le savoir. Parce que on n'est plus que Hmong. Les jeunes générations qui sont nées ici, on est Hmong, mais on est guyanais et on est français. Parce qu'on est sur le territoire français avant tout. Donc du coup, tout ça se mélange et se dilue un peu. C'est plus conséquent que ça. Ah, c'est plus rapide? Oui, alors dans les années 50, lorsque les jésuites sont arrivés, donc on a perdu déjà notre religion. C'est des pratiques culturelles qu'on a déjà perdues à moitié. Il ne reste que la langue. C'est ça. Et nos enfants, malheureusement, perdront aussi la langue. Ouais, aujourd'hui, on jongle avec les deux cultures, les deux manières de se comporter en communauté, on jongle avec tout ça. C'est vrai que les jeunes, ils parlent de moins en moins le Hmong. Hein, oui, c'est malheureux. Tu vois, mais bon, après, c'est partout dans le monde. Les anciens, ils ont tellement galéré avec la langue qu'aujourd'hui, ils veulent pas que les jeunes ils galèrent comme ça. Donc ils forcent les jeunes à être plus dans le côté français, dans le côté Hmong aussi. Hein. Et c'est un mal pour un bien, puisque aujourd'hui, nous avons des jeunes qui savent lire, qui savent écrire et qui aujourd'hui facilitent grandement l'agriculture.